Thomas, tu es membre de Sciences Po Environnement, qui est une association qui est membre aussi du réseau Solaire Génération, membre du bureau. Et tu pars à Cancun dans 2 semaines pour les négociations internationales sur le changement climatique sous l'égide de l'ONU. Donc ça fait 15 ans qu'il y a des négociations internationales sur le changement climatique. L'année dernière, il y a eu Copenhague, tout le monde en a beaucoup parlé. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe depuis 15 ans? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire dans ces conférences? Et c'est quoi le but de ces négociations internationales? C'est vrai que ça fait depuis 1992 que la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a été adoptée. Depuis, elle a été signée et ratifiée par tous les pays du monde, ce qui est l'une des rares conventions pour lesquelles c'est le cas. Et donc chaque année, il y a une conférence des parties de la Convention qui se réunit en fin de l'année et qui doit prendre des décisions sur le cadre des négociations qui sont incluses dans cette convention. Et ces négociations visent à limiter le réchauffement climatique à un niveau qui ne soit pas dangereux pour l'homme, avec donc des significations assez vagues sur qu'est-ce qu'un niveau qui n'est pas dangereux. Et donc il y a des étapes successives qui se sont mises en place. En 1997, le protocole de Kyoto a été signé sous l'égide de la Convention et permettait une première étape de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les pays développés, puisque c'est eux qui ont une responsabilité historique extrêmement importante, avec toutes leurs émissions cumulées depuis la première révolution industrielle. Le problème, c'est que ce premier objectif de réduction est limité aux pays développés et assez faible. 5,7% de réduction en 2012 par rapport à 1990, c'est beaucoup trop faible puisque on doit avoir un objectif à long terme de réduire de 50% minimum au niveau mondial, c'est-à-dire 80 à 95% pour les pays développés d'ici 2050 par rapport à 1990. Donc il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, les négociations continuent. Donc avec la conférence des parties qui a lieu en 2007, un plan d'action a été mis en place qui s'appelait le plan d'action de Bali, avec pour objectif de négocier au niveau international la suite, le long terme et l'inclusion progressive des pays émergents, la prolongation du protocole de Kyoto pour les pays développés. Le problème, c'est qu'on espérait avoir un résultat l'année dernière à Copenhague pour la COP 15, la conférence des parties numéro 15, et comme on le sait, ça a été un échec globalement, donc les négociations continuent. Et pour l'instant, on en est toujours à essayer de mettre en place un régime international de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec tous les impacts sociaux, économiques, d'équité que ça implique. Okay. Et donc à Cancun, cette année, on attend des réponses concrètes sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait après Kyoto? Qu'est-ce qu'on fait à un niveau plus large avec des objectifs plus importants? Ou est-ce qu'on est de nouveau rentré dans un processus où Cancun sera une étape vers une décision ultérieure comme certains le disent depuis Copenhague? Effectivement, à Copenhague, c'était un gros échec. Il y a eu un texte qui a été adopté, mais pas par tout le monde, qui a des objectifs très vagues, etc. Donc Copenhague a vraiment déçu énormément d'espoir. Donc là, on est un an après. Un an après, il n'y a pas fondamentalement énormément de choses qui ont changé. Et on ne va pas avoir un traité global contraignant à Cancun. Ça, c'est sûr. Tout le monde s'accorde à le dire. Et d'ailleurs, en fait, c'est peut-être mieux parce que à Copenhague, on espérait vraiment avoir ça. Et bon, c'était pas prêt, les pays étaient pas prêts. Et le résultat, c'est qu'on n'a rien eu. Ou un faux papier, un faux résultat et énormément de déceptions. Et on ne sait plus comment faire. Donc là, on passe à une étape, on stabilise les choses. On garantit que les processus de négociation au sein des Nations Unies restent valables, puisqu'ils ont été pas mal remis en question. Et puis, on y espère que l'année prochaine, dans la conférence qui aura lieu cette fois en Afrique du Sud, on obtiendra un résultat. Si c'est pas l'année prochaine, ça pourrait être l'année suivante. Mais en gros, l'objectif, c'est d'avoir un protocole contraignant, un système légal international pour un objectif de long terme de réduction, et on espère que ça sera fait dans les 2 à 3 ans qui viennent. Et alors ces objectifs internationaux de réduction, parce que nous, il y a beaucoup de campagnes aussi qui nous incitent individuellement à réduire nos propres émissions, à changer nos comportements.
quel impact ces négociations internationales elles ont sur la réduction réelle au niveau mondial, en comparaison de ce qu'on peut avoir nous dans nos changements de comportement individuels? C'est énormément une question d'équité dans les négociations internationales, puisque en gros les pays en développement, les pays émergents disent écoutez, vous pays développés, vous avez pollué autant que vous voulez pendant 2 siècles quasiment, nous aussi on a le droit, et pour s'industrialiser, pour augmenter la consommation individuelle, on a besoin de polluer au départ. Donc ça c'est l'argumentaire, et il est difficilement contestable. Le problème c'est qu'on ne peut pas à la fois avoir un développement de tout le monde, et puis que nous, dans les pays développés, on garde un niveau d'émission élevé. Donc il faut réduire. Donc c'est une question de répartition de l'espace atmosphérique qui ne peut être réglée qu'à l'échelle internationale. Puisqu'en fait c'est vraiment une question d'équité entre les émissions historiques, les émissions par tête, puisqu'on négocie au niveau des émissions des pays, mais ce qui compte aussi c'est la population dans chaque pays. La Chine a des grosses émissions certes, mais elle a une très grosse population aussi. Les émissions par tête sont très faibles en comparaison aux émissions américaines ou canadiennes ou australiennes par exemple. Mais évidemment, ça ne résoudra pas concrètement ce qui se passe tous les jours dans notre vie, dans la vie des Chinois, dans la vie des Indiens, dans la vie des Américains. Concrètement, il faut qu'on fasse évoluer nos modes de vie. Donc ça passe par des consommations différentes, des transports différents, des économies d'énergie, des nouvelles sources d'énergie renouvelables, etc., etc. Et donc en fait c'est les deux bouts d'une même chaîne. La chaîne internationale qui régule globalement et approche le problème de l'équité, et au bout l'action concrète, la réalisation sur le terrain des changements des modes de vie qui sont nécessaires. Donc c'est tout à fait complémentaire les deux.